question. Après moi, la question du voile et de la couleur, je l'ai vraiment pris dans le sens où je me suis dit si l'entreprise ne veut pas de moi, c'est l'entreprise qui perd. Partie, je me suis lancée, mais c'était quoi la question? J'ai oublié la question. Si tu as un conseil à donner, quel conseil donnerais-tu à d'autres personnes qui veulent rentrer, des jeunes ou la diaspora qui veulent rentrer? Moi, je dirais soyez audacieux. Et du coup, les entreprises ne devraient pas mettre un système en place afin de mettre une sorte d'égalité de chances entre ceux qui ont fait les études là-bas et ceux qui ont fait des études en France ou partout ailleurs dans le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Afrique Voice. Afrique Voice est un média qui vise à donner la voix à la jeunesse africaine afin de les inspirer d'une manière ou d'une autre. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir Aïssatou, une jeune femme qui est née et grandie en France et qui par la suite, elle est rentrée en Afrique pour travailler. Alors on va partager tout au long de cette interview son retour en Afrique, ses expériences, les activités, les opportunités à saisir en Afrique. Bienvenue Aïssatou sur Afrique Voice. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation et ça tous avec plaisir. Ouais, je t'en prie. Je te présente brièvement. D'accord, alors je m'appelle Aïssatou Niaria. Aujourd'hui, je suis programme manager dans le domaine de l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Ça fait environ 3 ans que je suis rentrée sur le continent. J'ai d'abord fait 2 ans au Mali, puis ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je suis au Sénégal. Quel a été ton parcours en France? Enfin, on va dire en Europe en général, si tu as eu l'occasion de faire d'autres pays en Afrique. D'accord. Enfin, en Europe. Alors en France, j'ai d'abord fait une licence en administration économique et sociale, avec une spécialité en gouvernance et encadrement des organisations. Donc c'est beaucoup de titres, mais je ne savais pas vraiment quoi faire comme études. Donc c'était une licence assez générale. Et par la suite, je me suis spécialisée en droit. Donc j'ai fait un master bilingue en droit français et en droit anglo-américain. L'idée pour moi, c'était vraiment de travailler dans le domaine du droit des étrangers. L'idéal, c'était d'aider entre guillemets mes frères sans papier. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et par la suite, j'ai quitté la France et je suis partie travailler en Angleterre, donc dans le domaine du droit des étrangers, donc notamment avec les demandeurs d'asile et les réfugiés. D'accord. Et c'est par après que après ton voyage en Angleterre, tu es revenue en France ou bien tu es directement rentrée en Afrique? Je suis revenue en France. Oui. J'ai travaillé avec une association qui s'appelle Les Déterminés, oui. Dont le but c'est de promouvoir l'entrepreneuriat dans les quartiers. Donc vraiment avoir un entrepreneuriat beaucoup plus inclusif parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent entreprendre et malheureusement dans les quartiers ils n'ont pas le réseau, ils n'ont pas vraiment l'accompagnement pour ça. Donc j'ai vraiment été touchée par ça et c'est vraiment ça qui m'a intéressée et c'est comme ça que je suis rentrée dans le domaine de l'accompagnement à l'entrepreneuriat. J'ai eu vraiment un problème avec l'injustice. Ouais. Je trouve que ça m'énerve et je sais pas, bon, pour beaucoup de gens je pense qu'on a beaucoup de parents qui savent ni lire ni écrire et ils se sont beaucoup fait avoir en tout cas que ce soit par les patrons ou en général dans les administrations etc. Donc l'idée c'était vraiment de pouvoir redonner un peu du pouvoir à ces gens-là en leur disant leurs droits et vraiment en les accompagnant dans ce sens-là. Donc l'idée d'accompagner les étrangers, c'était aussi pour ça. Je pense qu'on a tous dans notre famille des personnes qui sont là depuis des années, qui n'ont pas de papier, qui galèrent un peu en France. Donc c'est un peu comme ça que je me suis lancée dans le domaine du droit. Donc c'était vraiment un peu redonner le pouvoir et redonner le droit à ces personnes-là. Et surtout en France, il y a beaucoup de personnes qui nous font croire qu'on n'a pas de droit ou qui nous cachent un peu les choses, qui utilisent un peu des grands mots français, etc. pour nous faire un peu peur. Et au final, quand on sait vraiment la loi et qu'on sait la vérité, on peut accompagner ces gens-là. Et je me suis rendu compte aussi que ça a changé des vies en fait, de pouvoir connaître ses droits et d'en jouir vraiment, quoi. Et donc, le déclic, tu l'as eu comment? Ou bien tu n'avais pas forcément un déclic? Tu t'es dit, je travaille au bout de 5 ans et après je pars en Afrique? Ou bien tu as eu un déclic quand même Au début, j'ai essayé d'être raisonnable, de me dire, voilà, je travaille 5 ans et après je pars. Mais après, j'ai commencé à travailler avec les déterminés, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et il y a vraiment des possibilités d'évolution, c'est vraiment un domaine qui me plaisait. Et je savais que j'allais être bien là-bas. Parce que je sais que voilà, je porte le foulard, je suis noire, c'est pas forcément facile de trouver un poste qui nous intéresse en France. Mais malgré ça, j'avais réussi quand même à trouver ce poste-là. Et je pouvais évoluer. Mais j'ai toujours eu peur, on va dire, du CDI. Parce que je me suis dit que c'est un peu un piège. Il y a beaucoup de personnes dans notre entourage qui disent, voilà, moi je vais rentrer. Mais ils se font piéger. Ouais. Ils restent, ils font de leur famille, les enfants vont à l'école. C'est beaucoup plus compliqué de partir à ce moment-là. Ouais, quand tu as ta famille là, les enfants ils commencent à aller à l'école. Ouais, c'est une autre logistique. Ouais. Moi j'avais juste mes 2 bagages de 23 kilos. Ouais, je me suis dit que c'était beaucoup plus simple. Et au même moment, on va dire, il y a ma soeur qui a été mutée au Mali pour son travail. Donc je l'ai accompagnée pour l'installation. Le Mali, c'est pas du tout un pays que je connaissais, ça m'intéressait pas du tout, vraiment. Et on y partie à la découverte. Voilà, je suis partie à la découverte. C'était vraiment, je suis revenue, j'ai repris le travail. Et puis je me suis dit, en fait, pourquoi attendre 5 ans, quoi? On ne sait pas ce qui peut se passer d'ici là. Ouais. Et j'ai vraiment pris la décision comme ça un matin. Je me suis dit, je vais aller au Mali. Alors que je ne connaissais pas du tout. Et je m'étais dit, je me donne 6 mois. Si je ne trouve pas de travail au Mali, je vais au Sénégal. Donc c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Je n'ai pas beaucoup réfléchi. Je pense que c'est aussi un piège de trop réfléchir, en fait. C'est ça. De se dire, il faut que j'ai ça avant de partir. Il faut que je mette d'abord ça en place. Il y a toujours quelque chose d'autre qui va arriver. Qui va faire que tu vas pas y aller. Donc moi, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de risques. J'aime bien prendre des risques. Je n'ai pas vraiment peur de ça.
Bon, ça peut être dangereux, hein, mais jusqu'ici, alhamdoulilah. Mais du coup, j'ai pris le risque. Je suis partie au Mali. Et voilà, c'était vraiment l'aventure, la découverte. J'ai cherché du travail sur place. Et alhamdoulilah, ça s'est bien passé. J'ai pu commencer à travailler assez rapidement. Donc, au niveau du Mali, j'ai beaucoup envoyé de CV, je suis sortie. Je pense que c'est aussi un conseil que je peux donner, ne pas attendre qu'on vienne à soi. Personne ne vous attend, en tout cas. Non, du tout. On ne connaît pas. Personne ne vous attend. Ouais, vraiment, personne ne me connaissait, je ne connaissais pas le Mali. Et voilà, donc je suis vraiment sortie, j'ai envoyé des CV, j'ai rencontré des gens. Je me suis rapprochée aussi d'associations de personnes de RIPAT, entre guillemets. Il y avait une association qui s'appelle les RIPAT du Mali. Donc, je suis allée à un déjeuner, j'ai discuté avec des gens, j'ai un peu raconté pourquoi j'étais là, je cherchais du travail, j'ai donné mon CV. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer mon futur employeur, on va dire. Voilà, mon CV a été transmis, j'ai passé un entretien et j'ai commencé directement. Du coup, quand tu es arrivée au Sénégal, je pense que ça devait être un peu le même processus qu'au Mali. Il faut chercher. Très différent. En quoi? C'était différent dans le sens où c'était plus compliqué. Qu'au Mali? Ouais, c'était plus compliqué au Sénégal. Et je pense aussi j'avais beaucoup plus d'exigences, en tout cas en termes de travail que je voulais faire. Okay. Parce que comme je l'ai dit, je m'épanouissais vraiment au Mali, donc je savais un peu quel type de poste je voulais. Il y a aussi la rémunération qui était importante parce que c'est très cher de vivre à Dakar. Et aussi l'impact que ça pouvait avoir. Je ne voulais pas travailler par exemple pour des grosses ONG, parce que pas toutes, mais il y en a beaucoup pour moi, entre guillemets, qui font du vent. Et ce n'est pas quelque chose dans lequel je veux vraiment contribuer, donc c'était plus dans ce sens-là. Et voilà, donc c'était une boîte qui m'intéressait. C'était important d'avoir quelque chose qui fait des choses avec les locaux, une boîte aussi locale, et aussi une rémunération à la hauteur de mon expérience et aussi de la vie, en tout cas à Dakar. Donc j'ai pris plus de temps à trouver du travail au Sénégal. Et aussi, quand je suis arrivée, j'ai lancé ma boîte de consulting. Donc c'était, on va dire, c'était différent du Mali aussi. Donc c'était aussi dans le même domaine de l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Donc au début, je faisais des petites missions par-ci, par-là pendant que je passais des entretiens. Et c'est là que j'ai trouvé mon poste dans mon groupe actuel. L'actuel, c'est quoi comme mission à peu près? C'est de l'accompagnement pour les entrepreneurs dans le même cadre ou... Oui, c'est dans le même cadre, mais c'est assez différent de ce que je faisais au Mali. Donc au niveau du Mali, j'avais lancé le pôle expertise. Donc c'était plus l'idée de designer des programmes d'accompagnement qui sont adaptés aux réalités locales et aux populations. Parce qu'il y a beaucoup de programmes qui ne sont pas forcément adaptés. On vient juste, c'est des programmes qui sont écrits ailleurs, on vient les implémenter dans le pays. Et on se rend compte que sur place, ce n'est pas ce qu'il faut pour la population. Et ce que j'ai eu la chance aussi de vivre au Mali, c'est qu'on avait un pôle à Bamako, mais on avait aussi des hubs dans les régions. Donc j'ai pu aussi voyager à l'intérieur du Mali et voir qu'on n'accompagne pas les entrepreneurs de la même manière à Bamako ou à Sikasso ou à Ségou. Il y a vraiment des spécificités à avoir, il faut faire attention à certaines choses. Donc au niveau du Sénégal, donc, je suis programme manager. Je m'occupe d'un programme qui s'appelle Orange Corners. Donc Orange Corners, c'est un programme d'incubation qui dure 6 mois. C'est pour des entrepreneurs qui en sont un peu au début de leur projet entrepreneurial, qui sont âgés de 18 à 35 ans, donc qui sont plutôt jeunes et qui sont dans divers secteurs. Et l'idée, c'est de les accompagner à structurer, à aller sur le marché, à se développer. Et la finalité, c'est vraiment de créer de l'emploi pour dynamiser l'économie locale. Est-ce que Orange Corners, ils sont dans d'autres pays en Afrique, par exemple, je ne sais pas, au Mali ou bien en Guinée, des trucs comme ça? C'est ça. Donc Orange Corner, c'est un programme qui est implémenté dans 22 pays d'Afrique. C'est une initiative du Royaume de Pays-Bas. Mais ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils travaillent vraiment avec des structures locales pour implémenter dans chaque pays. Et chaque programme Orange Corners est différent. Donc au Sénégal, par exemple, c'est de l'incubation, alors qu'au Nigeria, c'est de l'accélération. Donc c'est des entrepreneurs un peu plus avancés. Donc ils s'adaptent vraiment à l'écosystème et à l'impact qu'ils veulent avoir dans le pays. Donc c'est ça qui est intéressant. Le programme est implémenté au Mali. C'est d'ailleurs mon ancienne boîte qui le fait au Mali. Okay. Donc c'était drôle un peu. On était aux Pays-Bas il y a environ 10 jours. Et c'était les Orange Corners Connect Days. L'idée, c'était de réunir les 22 pays qui implémentent le programme ensemble pendant une semaine aux Pays-Bas pour échanger un peu les bonnes pratiques, voir comment on travaille, mais aussi avoir des ateliers, des échanges, etc. Et j'ai pu retrouver mes anciens collègues et mon ancien patron également. Là, toi, tu as eu l'opportunité de travailler en France, en Angleterre, au Mali, au Sénégal. Est-ce que là, actuellement, si on te demandait de retourner en France pour travailler, tu dirais oui ou non? Enfin, non, question bêtante. Pourquoi tu dirais non? Ça m'intéresse vraiment pas du tout. Je pense que les opportunités et les responsabilités que j'ai pu avoir, que ce soit au Mali ou à Dakar, je les aurais pas eues aussi vite en France en tout cas. Et bon, je pense qu'il y a aussi l'atmosphère qui est en France. C'est compliqué aussi pour les musulmans, pour les Africains aussi. Et ça ne m'intéressait pas aussi de me battre contre quelque chose. Moi, je veux vraiment me battre pour mettre mon énergie dans quelque chose de positif vraiment. Et je me dis vraiment, si la personne ne voit pas ma valeur, je ne vais pas me battre pour lui montrer quoi. Moi, je sais que je travaille bien. Je sais que je travaille bien, sincèrement. Donc, et voilà. Et aussi, c'était aussi contribuer. Comme j'ai dit, j'ai toujours voulu rentrer en Afrique et faire quelque chose de positif. Comme je l'ai dit, personne ne nous attend. On a tous des choses à apporter, en tout cas. Donc, c'est important de venir aussi apporter ça, ces compétences qu'on peut transmettre. Mais aussi, on a beaucoup à apprendre. Moi, j'ai beaucoup appris en travaillant avec mes collègues, en évoluant dans ces secteurs-là.
Et c'est vraiment plus gratifiant et évoluer aussi avec des gens qui nous ressemblent. Voilà, c'est aussi intéressant. Et ça me rapproche aussi de ma culture parce que je suis quelqu'un qui pose énormément de questions. Donc quand j'étais au Mali, par exemple, avec mes collègues, j'étais là, mais pourquoi vous faites ci? Pourquoi ça se passe comme ça? Comment on dit ça en Bambara? Ou pourquoi ça se passe comme ça, etc. Donc j'ai beaucoup appris sur la culture malienne et ça me rapproche de mes origines, quoi. Et je me sens mieux, en tout cas, dans un pays d'Afrique, on va dire. Ouais. Et là, actuellement, est-ce que avec tes collègues ou bien un peu de la vie de tous les jours, dans le quotidien, est-ce que tu remarques plus de personnes quitter vers l'Europe ou bien les États-Unis pour rentrer au Sénégal ou sincèrement, il y en a beaucoup plus. Ouais. Moi, on me demande souvent des conseils sur l'installation, comment j'ai fait pour partir. Après, moi, je pense pas que je suis un bon exemple parce que je suis un peu partie n'importe comment. J'ai pas de conseils vraiment à donner, etc. Parce que voilà, je suis partie et tu n'as pas suivi un process. Voilà, vraiment pas du tout. Je suis vraiment partie, je me suis lancée. Mais c'était quoi la question? J'ai oublié la question. Non, je disais en fait, est-ce que tu as remarqué... Ah oui, il y a plus de gens qui viennent. Voilà. Oui, il y a beaucoup plus de gens qui viennent. Alors moi, je fais partie d'une organisation qui s'appelle Repat Africa, dont le but, c'est de promouvoir l'installation et l'investissement en Afrique. Donc on était déjà une bonne structure avec beaucoup de membres avant que je parte. Donc j'ai rejoint l'association en 2021. Et voilà, c'était juste avant que je parte au Mali. Et c'était vraiment intéressant d'avoir des personnes qui sont dans le même état d'esprit, qui veulent s'installer, qui veulent investir. Je pense que ça motive aussi. Parce que de l'autre côté, il y a beaucoup de personnes qui vont aussi peut-être vous démotiver. Après, ça peut être aussi des bonnes intentions, etc. Mais ils peuvent vous démotiver pour le retour en Afrique. Donc c'est intéressant d'avoir ça. Donc aujourd'hui, au niveau du Sénégal, il y a l'organisation toujours Repat Africa. Donc on se réunit environ une fois par mois, on fait ce qu'on appelle des Repat Drinks. Donc c'est toujours bien d'avoir ces personnes-là. On a aussi beaucoup de personnes qui veulent rentrer, qui font partie de l'organisation. Okay. Donc on est aussi là pour les aider, les aiguiller, etc. Et est-ce que... Bon, après, tu nous as dit que tu n'étais pas la personne la mieux placée pour donner des conseils. Mais sinon, en fait, si tu as un conseil à donner, quel conseil donnerais-tu à d'autres personnes qui veulent rentrer, des jeunes ou la diaspora qui veulent rentrer? Moi, je dirais, soyez audacieux. Je pense qu'il ne faut vraiment pas qu'on se mette de limites. Ouais. Moi, je suis très audacieuse. N'hésitez pas à contacter les gens. S'il y a une boîte qui vous intéresse, contactez, je ne sais pas, le directeur, le manager. Échangez avec les gens. C'est important aussi de parler de son projet. Je pense qu'en Afrique, on a aussi cette chose de dire il ne faut pas trop parler de ce qu'on veut faire ou de ses projets. Je suis d'accord. Ouais, c'est dommage parce que vous perdez peut-être des opportunités comme ça. Moi, j'ai pu avoir mon premier poste parce que j'ai parlé, parce que je suis sortie, parce que j'ai dit que voilà, je cherchais du travail. Je ne me suis pas cachée à venir dire juste je m'assois, j'écoute les gens et je vois un peu ce qui se passe. J'étais vraiment là à donner mon CV. Toutes les personnes que je croisais, je disais tu connais pas quelqu'un au Mali, je vais aller au Mali, etc. Donc c'était vraiment ça. Je pense qu'il faut avoir aussi cette énergie et aller vers les gens, ne pas hésiter à le faire. Après, je pense qu'il faut se préparer financièrement. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait, mais c'est important de le faire. Mais vraiment, c'est important de le faire. Parce qu'on a cette idée que c'est pas cher de vivre en Afrique, mais c'est faux. C'est très Sincèrement, faux. c'est vraiment très faux. C'est très cher. Surtout Dakar, c'est très cher. Encore Guinée, hein, c'est pire. Hein. Ah c'est oui? pire la Guinée. Franchement, la Guinée, c'est très cher. Wow. Mais je pense qu'on s'en rend pas compte parce qu'on se dit c'est l'Afrique, c'est pas cher, ça va aller. Mais ça va pas, hein, vraiment. Vraiment, faites des économies, mais n'en faites pas trop. Ne vous préparez pas trop. C'est aussi un conseil que je vais donner. N'allez pas à 10 000 conférences, n'écoutez pas 10 000 vidéos. Écoutez les vidéos et regardez Africa Youth Voice. Regardez Africa Youth Voice. Mais je veux dire, tant que vous ne l'avez pas fait, vous n'allez pas savoir. Ça ne va jamais se passer comme vous l'avez prévu. Non, donc au bout d'un moment, lancez-vous et allez-y. Sa propre expérience. Vous n'aurez pas tous les éléments. Ouais. Vous n'allez pas cocher toutes les cases. Il faut que j'ai ci, ça avant de partir. Il y a toujours d'autres choses qui vont arriver. Moi, je connais beaucoup de personnes qui se sont fait piéger par la vie, on va dire, qui ont dû rester parce que voilà, ils avaient un boulot finalement qu'ils aimaient, qui ont dû rester parce que finalement ils avaient eu des enfants et que voilà, c'était compliqué de bouger à ce moment-là. Parce qu'après, quand il y a des enfants, il y a aussi le prix des écoles, il y a toutes ces choses à prendre en compte. Donc préparez-vous, mais pas trop. C'est le conseil que je peux donner. Et une fois sur place, allez vraiment vers les gens et soyez humbles. Vraiment, soyez humbles. Ouais, c'est ce que je dirais. C'est important. Aussi. Et je répète, personne ne vous attend. Il y a vraiment des gens compétents sur place. Il y a des gens qui savent mieux faire le travail que vous. Donc soyez aussi à l'écoute, soyez prêts à apprendre, soyez aussi prêts à apporter et je dirais aussi soyez curieux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas quand on arrive. Vraiment, moi, il y a des choses qui se passent, je me dis mais pourquoi ils font comme ci, pourquoi ils font comme ça, parce qu'en fait, il y a un choc culturel entre les deux. Mais ayez, je dirais, le bon soupçon. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais dites-vous que si les gens font les choses comme ça, c'est qu'il y a une raison. Donc si vous ne comprenez pas, demandez. Moi, je posais énormément de questions. Je me disais, est-ce que tu poses trop de questions? Mais ça ne me dérangeait pas. Vraiment, je suis arrivée le premier jour, j'avais mon petit carnet. J'ai fait tout le tour des bureaux et j'ai demandé. Mais qu'est-ce que vous faites? Comment ça se passe, etc. Ou dès que je voyais quelque chose, je posais une question. Mais pourquoi c'est comme ça au Mali? Est-ce qu'il y a ces choses-là? Il y a des choses comme ci, des choses comme ça. Et si des fois, par mes paroles, je pouvais foncer quelqu'un, je demandais vraiment genre, ça se dit pas comme ça. Parce que je sais, par exemple, quand on dit à quelqu'un, ouais, tu fais des bêtises, t'as fait une bêtise, en France, c'est rien du tout. Alors qu'au Mali, c'était vraiment, t'as insulté la personne, quoi. Je suis d'accord. Des petites spécificités comme ça
qu'on ne sait pas forcément. Donc ne le prenez pas mal, mais demandez quoi. Moi j'étais très transparente, je disais je savais pas qu'on pouvait pas dire ça, etc. Parce que pour moi t'avais fait une bêtise, je te dis t'as fait une bêtise quoi. Je vois pas. Donc un point c'est grave. Okay. Donc c'est plus comme ça. Y a-t-il par exemple des opportunités à saisir, là des secteurs d'activité dont les jeunes pourraient plus s'intéresser au Sénégal, étant donné que tu vis au Sénégal? Donc c'est pour des personnes qui vont s'installer au Sénégal ou des personnes qui sont sur place? Non, peu importe en fait que tu sois sur place, des secteurs d'activité, je sais pas, peut-être dans le numérique, dans l'agriculture. Ouais, moi je dirais dans l'agriculture, ça je pense que tout le monde le sait. Mais il y a aussi peut-être le service client. C'est vraiment quelque chose où il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Vraiment, parce que le service client, c'est pas trop ça. Et c'est dommage, quoi, parce que des fois, le service est très important, en tout cas pour la personne. On peut aller dans un endroit, que ce soit un restaurant ou un lieu d'activité. Si on n'est pas bien reçu, ça prend du temps, ça traîne, pas trop de professionnalisme. Finalement, ça perd beaucoup de valeur et on ne va pas forcément y retourner. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire dans ce sens-là au Sénégal. Oui, est-ce que ce n'est pas le manque de concurrents qui fait ça? Parce que tu vois, en fait, par exemple, si tu es la seule entreprise qui fait, je sais pas, qui offre des services de massage, si tu es la seule en soi, les gens, ils viennent en fait, deux fois, tu peux aller par plaisir parce que le service client, les gens, ils sont gentils, ils sont sympas. Mais si c'est la seule entreprise, tu ne vas pas en fait forcément par plaisir, tu vas parce que tu en as besoin. Est-ce que ce n'est pas le fait deux fois aussi que ça manque un peu de concurrence? Je pense qu'il y a un peu de ça, mais pas seulement. Pas seulement. Je pense que les gens aussi sont résignés, quoi. Ils disent c'est le Sénégal. Comme aller au restaurant, attendre 2 heures pour être servi, ça ne va pas choquer les gens quoi, parce que voilà, on est habitué, quoi, c'est le Sénégal. Je pense que c'est pas vraiment ça, c'est plus de la résignation. Souvent, c'est cher pour rien. Ou l'habitude aussi, on est habitué à ça. En fait, on est résigné, quoi. C'est la même chose partout, quoi. Parce qu'en soi, je trouve qu'il y a quand même, surtout pour les restaurants, il y a toujours des nouveaux restaurants qui ouvrent. Donc vraiment, les gens, ils se démarquent vraiment par le service client et la qualité, quoi. Donc vraiment, service client, professionnalisme, il y a vraiment du travail à faire sur ça. Je dirais aussi peut-être sur la formation professionnelle, sur tout ce qui est dans la construction, la plomberie, l'électricité, des choses comme ça. Mécanique aussi. C'est beaucoup informel, en tout cas, des gens qui se sont formés sur le tas. Donc je pense que s'il y avait peut-être des centres de formation pour ces jeunes-là, ce serait très intéressant. La qualité sur les finitions, les choses comme ça, il y a beaucoup de construction à Dakar. Donc il y a un marché énorme, quoi. Je suis d'accord sur la mise en place de formations professionnalisantes. J'en ai même parlé une fois lors d'une interview. C'est que en fait, nous, c'est beaucoup plus quand tu nais dans une famille, tu vois ta tante ou ta sœur, elle fait, je sais pas, de la coiffure. Automatiquement, tu le fais. Alors que des fois, on manque de théorie. Moi, je me dis, des fois, la théorie, elle est très importante pour quand tu rencontres, tu vas pas souvent rencontrer le même problème. Mais si tu as la théorie, tu te poses des questions, tu t'assois, tu as des réflexions. Alors que quand c'est directement, comment je veux dire, pratique directe. Il n'y a pas les bases, en fait. Il n'y a pas les bases. Il n'y a pas les bases. Et ça se sent parce qu'on voit des finitions pas très bien faites, des choses qui ne tiennent pas longtemps. Et tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu de formation derrière, quoi. Ouais, parce que ça fait qu'en fait, on ne mène pas des recherches pour améliorer. En fait, on a toujours la même manière de faire. Alors que quand tu fais la théorie, ça te pousse à réfléchir, à faire des recherches. De voir plus loin, d'améliorer, etc. C'est ça. C'est sûr. Peux-tu nous partager quelques avantages du retour en Afrique? Vraiment la qualité de vie. Le plus grand. La nourriture, le soleil, maintenant Dakar, la mer. Et vraiment aussi les valeurs africaines. Je pense qu'on les retrouve aussi dans le travail. Je me rappelle que quand je suis arrivée au Mali, le premier jour, j'étais venue, je me disais comment je vais manger le midi, etc. Et en fait, chaque midi, le directeur apportait du riz pour toute la boîte. Et j'étais choquée. Je me suis dit, ils m'ont dit oui, Aïssatou vient manger. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il y avait un grand plat et tout le monde mangeait autour, etc. Je me suis dit, ça c'est vraiment quelque chose que j'aurais jamais vu, par exemple en France, quoi. Peut-être qu'ils vont acheter le déjeuner une fois pour tout le monde, mais voilà, pour un événement exceptionnel, quoi. Vraiment, alors que là, chaque midi, ils préparaient chez le directeur. Et il y a quelqu'un qui venait livrer la nourriture et tous les midis, on avait le droit à notre plat. Il y avait des sauces différentes chaque jour. On avait le droit à notre plat de riz. Et vraiment, je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. On était là le midi à manger tous ensemble, à échanger. Et c'est vraiment dans ces moments-là que j'ai pu vraiment connaître mes collègues, parler de tout et de rien. Genre, qu'est-ce que vous avez fait la veille? Là, demain, il y a la fête, etc. Donc, c'était vraiment intéressant d'avoir ça. Et je pense que c'est vraiment africain, ça. Donc vraiment, les valeurs africaines, même dans le monde du travail. On le retrouve aussi au Sénégal. On va avoir des collègues sénégalais aussi, c'est intéressant. Moi, j'apprends le Wolof actuellement. Ah, tu ne savais pas parler? Pas du tout. Vraiment, je savais bluffer. Je disais quelques mots par-ci, par-là, mais pas du tout parler Wolof. Donc c'est vraiment les valeurs africaines. Se sentir vraiment, quoi. On sent que c'est l'Afrique. La qualité de vie. Et aussi ne pas attendre. Parce que j'ai l'impression, on vit beaucoup dans l'attente en Europe. Il y a beaucoup de personnes qui disent je travaille ici en attendant de partir. Donc, travailler toute sa vie et se dire, voilà, je travaille pour plus tard. Alors que quand on est installé déjà, on travaille, mais à la fin du travail, on peut aller à la mer, quoi. À la fin du travail, on est déjà en Afrique, quoi. On n'attend pas notre retraite pour aller partir là-bas, profiter de la maison qu'on aura construite toute sa vie.
on n'a pas vraiment vécu, c'est la famille qui en a profité, etc. Donc c'est vraiment vivre le moment présent et pas forcément attendre plus tard ou demain parce que vraiment il n'y a rien qui est garanti, quoi. On peut mourir demain. Donc c'est vraiment bien d'avoir cette sensation-là de se dire je ne vis pas en attendant. Je vis vraiment en Afrique avec ces valeurs-là. Et comme je l'ai dit, moi j'ai beaucoup lu dans ma jeunesse, 16, 17, 18 ans, j'ai beaucoup lu. Et des fois je vois des scènes de vie, je suis vraiment un peu comme une touriste. Des fois je regarde, je me dis ah et tout, ça me rappelle tel passage de tel livre. Où là il va y avoir une scène où je sais pas, quelqu'un va m'aider, quelqu'un va me donner à manger ou quelqu'un va faire quelque chose que on sent qu'on est en Afrique, quoi. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et tu ne te sens pas jugée aussi par rapport à ta couleur de peau, voilà, exactement. Le voile. En fait, tout le monde est pareil, quoi. Ouais, c'est même pas une question. Après, moi, la question du voile et de la couleur, je l'ai vraiment pris dans le sens où je me suis dit, si l'entreprise ne veut pas de moi, c'est l'entreprise qui perd. Sincèrement. Et c'est pour ça que ça m'a poussée même à faire du droit, j'ai pu faire des stages en cabinet d'avocat. Et j'ai des personnes qui me contactent encore sur LinkedIn pour me dire, oui, comment tu as fait pour faire le test, un stage dans tel endroit ou quoi. Et je trouve que c'est triste, quoi. C'est des jeunes qui, au lieu de penser à, moi, je peux faire ci ou ça, d'avoir de l'ambition, ils sont déjà éliminés et freinés par le climat actuel ou la société. Donc ça, c'est vraiment très triste. Et comment dépasser cette peur? Parce qu'en fait, tu vois, c'est un jugement. On grandit les noirs sur le noir, les noirs. En plus de ça, tu as le voile, tu vois. C'est quelque chose qui peut. En fait, c'est pas seulement une peur, hein, parce que c'est une réalité aussi. C'est vrai que quand tu arrives quelque part, la personne peut te dire cache, bah non, on vous prend pas parce que vous avez le foulard. Ça peut être toutes les études. Vous pouvez faire toutes les études que vous voulez, dans tous les secteurs que vous voulez, ça peut arriver. Mais je pense qu'il ne faut pas se laisser abattre et tenter de trouver la boîte qui vous acceptera vraiment comme vous êtes, quoi. Et vraiment ne pas se brider, ne pas se vendre pour un travail ou un salaire, quoi. Après, c'est peut-être plus facile à dire quand on a moins de contraintes, etc. Mais je pense que c'est vraiment important de reconnaître sa valeur et de ne pas se brider, de se vendre ou d'essayer de se changer pour rentrer dans le moule. Parce qu'il y en a qui sont obligés d'enlever le foulard. Voilà, c'est triste. Et moi, je pense que ce n'est pas vraiment une vie parce que on enlève quand même une partie de nous, quoi. Ou même des Africains qui vont essayer d'enlever toute leur africanité pour vraiment rentrer dans la boîte, se dire que voilà, je suis dans un grand groupe, ça se passe comme ci, comme ça. Pour mieux s'intégrer, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Alors que moi, vraiment, toute notre vie, on travaille pour ça. Et quand je l'ai eu, ça m'a pas fait rêver, quoi, de me dire je vais travailler dans une grande boîte, etc. C'est pas l'accomplissement de la vie. Je pense que l'accomplissement de la vie, c'est d'être content, d'être heureux avec ce que vous faites, quel que soit le poste que vous avez, le titre qu'on a, tant que vous pouvez vivre bien, être content de votre journée, quoi. C'est vraiment le plus important. Et vraiment, vivre en Afrique, c'est bien. Ouais. Et en fait, j'avais oublié, je voulais te poser une question. Le fait de t'es rentré au Sénégal et au Mali et tu as su trouver un travail en quelque temps, est-ce que c'est pas le fait que tu aies fait tes études en Europe? Parce que moi, je connais pas mal de personnes qui sont... Je vais parler dans le cas de la Guinée. Ils font leurs études en Guinée, mais ils galèrent à trouver du travail. Bien sûr, et ça, j'en suis très consciente. Hein. C'est pour ça, un autre conseil que je peux donner aussi, faites vos études en France avant de partir. La chance qu'on peut avoir en France, c'est qu'on peut faire des études gratuites et de grandes études, quoi, sans avoir à débourser, à prendre des crédits, etc. Parce qu'on n'est pas toujours pour prendre des crédits, d'ailleurs. Mais c'est vraiment important de profiter de la qualité de la formation en France et de pouvoir partir après. Moi, je sais que je suis privilégiée dans ce sens-là parce que quand j'arrive... j'ai un Master 2, je parle anglais, j'ai l'expérience à l'international. C'est ça aussi que je peux être plus attractive dans le monde du travail que quelqu'un qui a fait toutes ses études au Sénégal. Donc je suis aussi consciente de ce côté-là. Mais ne vous reposez pas sur ça. Voilà, vraiment, prenez l'enseignement en France et après, allez... prenez les études en France, après quittez. Je dirais que c'est un peu frustrant pour ces jeunes qui ont étudié au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire et voir d'autres personnes qui ont eu l'occasion, la chance d'aller étudier aux États-Unis et en France et venir prendre le travail qui est au Sénégal. C'est un peu frustrant et je me dis comment on peut changer cette perception, etc. Cette perception-là. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de ressentis comme ça aussi. Je pense que c'est pour ça qu'il y a peut-être des fois des animosités. Je pense que tout dépend de la manière dont on arrive et de la posture qu'on prend. Je pense qu'on peut se dire qu'on ne vient pas prendre le travail de quelqu'un parce que dans tous les cas, c'est peut-être un travail qu'une personne européenne aurait pris déjà. Mais c'est plus dans le sens où si on a une certaine position, il ne faut pas hésiter à élever les autres. Par exemple, si on voit et qu'on arrive, peut-être qu'il y a un jeune stagiaire qui a fait toutes ses études au Sénégal, vraiment lui transmettre des choses, lui donner des compétences. Il peut même nous apprendre des choses, parce que la qualité de l'enseignement aujourd'hui, elle est très très bien aujourd'hui au Sénégal. Il y a des grandes écoles de commerce qu'on peut retrouver là-bas, des étudiants qui sont pris dans des grands groupes et qui ont fait toute leur scolarité au Sénégal. Donc je pense qu'il faut vraiment arriver dans le sens où voilà, on vient, on arrive pour une opportunité. Ça pouvait être n'importe qui d'autre qui aurait pu prendre cette opportunité-là. Et de garder en tête que voilà, les personnes sur place ont aussi des compétences,
ont aussi une expérience, ont aussi à nous apprendre et que voilà, on arrive, on peut aussi travailler ensemble et les élever, quoi. L'idée, c'est pas de se dire moi je travaille dans ça, toi tu travailles dans ça, mais plus comment on peut travailler ensemble pour vraiment avoir plus d'impact et permettre plus de développement économique. Ouais. Je pense que plus on est, mieux c'est, quoi. Personne prend le pain de l'autre, entre guillemets. Ouais. Mais est-ce que du coup les entreprises ne devraient pas mettre un système en place afin de mettre une sorte d'égalité de chances entre ceux qui ont fait les études là-bas et ceux qui ont fait des études en France ou partout ailleurs Après, je pense pas que c'est une égalité des chances, c'est plus dans le sens de qu'est-ce que veut l'entreprise. Ouais. Après, ça dépend vraiment, quoi. Il y a des entreprises qui veulent des personnes qui ont déjà un certain niveau d'études, qui ont des expériences à l'étranger, qui parlent par exemple déjà anglais. Et ça, on ne peut pas le changer, c'est la structure qui le veut. Mais c'est plus dans le sens où est-ce qu'il y a des structures qui sont prêtes à prendre des jeunes qui n'ont pas forcément de l'expérience. Et c'est aussi dans la manière d'être, dans le professionnalisme, dans aussi comment on arrive au travail, comment on accède à ces postes-là. Parce qu'au Sénégal et dans d'autres pays, ça fonctionne beaucoup en réseau. Donc des fois c'est juste voilà, le cousin de l'autre, le neveu de l'autre. Et là dans ce cas-là ça peut être des personnes qui ont fait leurs études au Sénégal. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui nous dépasse un peu. C'est vraiment la structure en elle-même, ce qu'elle veut faire. Et ce qui peut être, nous, notre part qu'on peut faire, c'est vraiment si on est dans des positions où on peut recruter, d'essayer de faire des choses dans ce sens-là. Ou si on lance notre propre boîte, ne pas hésiter à travailler avec les personnes qui travaillent sur place, quoi. Et donner la chance aux jeunes, je pense que c'est quelque chose d'universel, quoi. Un jeune, quand il arrive, il n'a pas forcément des compétences, mais il faut lui donner sa chance. Qui sont en France ou pas. Voilà, ça c'est vraiment dans tous les pays qu'on a ce souci-là. Ouais. Donc vraiment donner la chance aux jeunes. Peut-être qu'on ne le fait pas assez au Sénégal, mais on ne le fait pas assez en France aussi. Et de se dire que la personne, elle peut apprendre. Moi, on m'a vraiment donné ma chance quand je suis arrivée au Mali. Comme je l'ai dit, j'avais moins d'un an d'expérience. Et je me suis retrouvée à la tête d'un pôle qui n'existait même pas encore, que j'ai dû lancer, faire des choses vraiment... j'ai vraiment été jetée dans l'eau quand je le dis. Aller dans des rendez-vous dans des ambassades, aller rencontrer des partenaires, être briefée 2 minutes avant et devoir présenter quelque chose. Et ça, je pense que c'est vraiment le fait que je sais m'adapter et être aussi audacieuse, quoi. Je peux être une experte en tout et n'importe quoi, en 5 minutes. Mais ça, c'est important. Et je pense que c'est aussi le fait d'avoir grandi en France qui me donne ça. Il y a aussi une différence culturelle parce que on est beaucoup plus... On ose moins, en tout cas, je pense que quand on est et qu'on grandit en Afrique, c'est aussi autour de l'éducation, des choses comme ça. Donc c'est aussi la différence qu'on peut aussi avoir avec les personnes qui sont nées et qui ont grandi sur place. Mais c'est quelque chose qu'on peut acquérir et c'est des soft skills qu'on peut aussi transmettre. Donc c'est quelque chose à partager, ne pas hésiter à conseiller les personnes. Moi, j'échange beaucoup avec des jeunes qui sont au Sénégal et vraiment, je donne les conseils que je pourrais donner à tout le monde, tout en gardant en tête qu'on n'est pas pareil, qu'on n'a pas les mêmes possibilités, qu'on n'a pas eu les mêmes opportunités. Donc pas venir dire oui mais tu devais faire ci ou ça sans prendre en compte le contexte local, quoi. On sait qu'ils n'ont pas forcément les mêmes compétences que nous, les mêmes opportunités, les mêmes réalités. On ne les regarde pas de la même manière. Je sais que moi on va peut-être me pardonner plus de choses parce qu'on se dit oh elle vient pas d'ici. Ouais. Ou des choses comme ça. Alors que si c'est un Sénégalais, on ne nous donnera pas forcément on ne sera pas aussi indulgent, on va dire, dans beaucoup d'aspects. Donc je suis consciente quand même qu'on est d'un certain côté privilégié, mais de l'autre côté il y a aussi cette appréhension avec nous de se dire pourquoi ils sont là ou pourquoi ils viennent, etc. D'accord. Donc, en soi, je me dis il faut un travail du coup dans les deux côtés. Ouais, que les jeunes essayent de travailler en dehors de l'école. C'est ça, avoir des soft skills, avoir de l'expérience et ne pas attendre, quoi. Vraiment aller sur le terrain. Et ça, vraiment, c'est universel, quoi. Parce que moi, je n'avais pas fait de stage jusqu'en licence, quoi. Après ma licence, j'avais toujours pas fait de stage. Et c'est vraiment, j'ai pris l'année sabbatique, j'ai fait peut-être 2 mois de stage. Et c'est là que je me suis dit, j'ai envie de faire du droit, quoi. J'ai eu besoin de cette expérience-là pour faire du droit. Donc c'est vraiment important de ne pas hésiter à prendre n'importe quelle expérience, même si on n'est pas forcément bien payé ou payé, même tout court. Mais c'est vraiment intéressant de prendre de l'expérience. Et ce qu'on peut faire à notre niveau, je pense que quand on rentre, c'est de partager, de transmettre, d'apprendre aussi et de venir vraiment avec l'esprit très très ouvert. Moi, je suis très très ouverte d'esprit. Et je demande, je pense qu'il n'y a pas de questions bêtes. Parce que souvent, on voit des choses, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ou, mais pourquoi ils font comme ça? C'est pas logique, quoi. Mais personne n'est fou, quoi. Moi, je pars du principe que personne n'est fou. Ouais. Si quelqu'un fait quelque chose, c'est qu'il y a une histoire derrière, il y a une raison aussi derrière. Donc, vraiment, allez approcher les gens, même si c'est une personne que vous sentez assez hostile face à vous. Allez demander, poser des questions et rester ouverte, quoi. Et surtout, je pense aussi un conseil, ne devenez pas aigri. Je pense qu'on peut facilement devenir aigri quand on s'installe dans un pays d'Afrique. Parce qu'on arrive souvent, on est très motivé, on se dit oh là là, on va tout changer, on va révolutionner le monde, on va sauver l'Afrique. Bon, moi, je n'étais pas venue comme ça, mais il y en a qui viennent vraiment en mode je vais sauver l'Afrique, etc. Et quand ils arrivent, ils se rendent compte que personne ne les attend. Donc, déjà, premier choc, c'est
plus facile de s'insérer, c'est plus difficile de s'insérer dans le monde du travail, surtout dans un pays comme le Sénégal qui est très attractif, que ce soit au niveau du développement, au niveau des activités qu'il peut y avoir sur place, au niveau du climat. Donc il y a beaucoup de concurrence. Il y a les expatriés, il y a les personnes qui veulent plus vivre en Europe, qui veulent s'installer. Il y a les jeunes aussi qui sont bien sur place, qui veulent évoluer. Donc c'est pas le même mood, on va dire. Donc faire vraiment attention à ça. Et je sais plus qu'est-ce que je disais. La deuxième fois, il n'y aura pas de coupure de coupure. Je sais plus ce que je disais. Mais j'étais inspirée, mais je sais plus. Non, un soir, tu parlais sur le fait, en fait, quand la diaspora rentre en Afrique. Ah oui, pourquoi ne pas devenir aigrie? Oui. Voilà, là, je dis ça parce qu'il y a une copine à moi qui va se reconnaître. Toujours lui dit qu'elle est très aigrie. On arrive en même temps au Sénégal. Et vraiment, par exemple, les taxis au Sénégal, c'est incroyable. Ils parlent très mal, très impolis, et ils veulent toujours nous avoir, quoi. Donc, à la longue, tu peux devenir méchant, quoi, sans forcément faire exprès. Et dès que tu arrives dans un magasin, on veut t'avoir, ou tout de suite on va dire, ah mais tu parles pas Wolof, pourquoi tu parles pas Wolof, t'es sénégalaise, pourquoi tu parles pas Wolof. Beaucoup de micro-agressions comme ça toute la journée, qui font qu'à la fin de la journée, si on relativise pas et qu'on n'arrive pas à faire la part des choses, on devient tout simplement aigri. On est méchant, je veux dire, on n'a plus de patience. Dès que quelqu'un nous parle, on lui dit ah mais je comprends pas, ou dès qu'un taxi veut être impoli, etc., on essaie de répondre, etc. Alors que je pense que c'est pas l'énergie qu'il faut avoir. Donc vraiment, protégez votre santé mentale, protégez-vous, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent peser sur le long terme. C'est beaucoup de petites choses comme ça accumulées qui pèsent et qui peuvent faire qu'on devient aigri. Donc essayez de garder un peu votre paix intérieure, votre bonne humeur, et de vous rappeler que vous êtes venu pour quelque chose de positif. Donc d'essayer de rester positif le plus longtemps possible et d'apporter quelque chose, en tout cas de contribuer à quelque chose. Je pense qu'on a tous une mission à faire. Et si vous ne faites pas en tout cas cette mission-là, essayez au moins de ne pas la trahir. C'est ce que je pourrais dire. Bah, merci pour ces conseils. L'interview prend fin. Merci d'avoir partagé toutes ces expériences. Merci, t'as un joli prénom, Aïssatou. Mais elle s'appelle Aïssatou. Merci beaucoup pour l'invitation. Vraiment, c'était avec plaisir. Ok. Bah, tu as un dernier mot pour Afrique You Voice, pour nous, l'équipe qui n'est pas forcément là aujourd'hui. Très belle initiative. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Vraiment, c'est le genre de contenu que moi, je regarde et que j'aurais regardé avant de m'installer, donc regardez. Et vraiment, j'aime beaucoup ce genre de choses. Tu m'as approché très tranquillement sur LinkedIn, donc aussi c'est bien. Autre conseil, n'hésitez pas à aller vers les gens, à leur parler. Je pense que c'est très simple. On se met beaucoup de barrières, donc allez vers les gens, parler. Je suis d'accord, parce que moi, au début, quand on a commencé, enfin, on est toujours dans les débuts, mais quand j'écrivais les gens, personne ne me répondait. Ah ouais? Mais bah oui. Enfin, comment tu veux répondre à une personne qui n'a jamais lancé? Des fois, on me demandait des preuves. J'en ai pas pour l'instant. Faut bien que je commence avec quelqu'un. C'est vrai. Donc, en soi, ça, c'est quelque chose qui aurait pu me freiner, mais comme on dit toujours, si tu connais ton objectif, tu sais où tu veux aller, pourquoi tu es là. Tu ne vas pas te décourager. Tu vas pas te décourager. Moi, je peux dire, j'ai plus d'une vingtaine de personnes qui ne m'ont pas répondu, mais du coup, il y a une première personne qui m'a répondu. Du coup, ça, vous avez fait. Oui, maintenant, en fait, quand j'écris aux gens, ils voient à peu près ce qu'on fait. Facilement, ils répondent, tu vois. Ouais. C'est ça, en fait, c'est en commençant qu'on vous rejoint. C'est ça. Après, moi, je suis pas, je dis, en fait, j'en veux pas ces personnes parce que en soi, il y avait rien, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont des initiatives. De fois, ça n'aboutit pas à quelque chose. Donc, c'est bizarre aussi. C'est bizarre aussi, tu vois. Je sais pas, tu dis, mais la personne, qu'est-ce qu'elle me raconte? Donc, il vaut mieux commencer avec des personnes qui n'ont pas forcément de grandes personnalités, tu vois. Tu commences avec des personnes, des jeunes comme toi qui ont quelque chose à partager parce que chacun a une histoire à partager, une expérience. Et par rapport à ça, c'est ça, exactement. Et par rapport à ça, ça prend de l'ampleur petit à petit. Il ne faut pas rêver grand dès le début. Voilà. Enfin, il faut rêver grand. Je pense qu'il faut démarrer. Il faut démarrer directement, ouais. Parce que tu aurais pu dire, j'attends que telle personne me réponde, sinon je ne commence pas. C'est ça. Et ça, c'est pas une chose à faire en tout cas. Ouais. Donc bravo l'équipe, bravo Aïssatou, bravo Africa Youth Voice. Merci et je suis heureuse et honorée d'être une voice de Africa Youth. Ça se voit avec son énergie. En tout cas, merci d'avoir pris le temps d'avoir regardé cette interview. N'hésitez pas à partager autour de vous, à vos frères, sœurs, vos connaissances. Nous sommes là, nous sommes une jeunesse africaine motivée et on est engagé pour le développement de l'Afrique. Même si on est là en France, mais on compte rentrer comme Aïssatou. On vous attend sur le continent avec plaisir. En tout cas, prenez les connaissances les conseils de Aïssatou et on va rentrer. Bon, moi, je vais rentrer en Guinée. Presque toutes choses. Non, on va rentrer en Guinée. Ce ne sera pas au Sénégal. On ira pour les vacances. On ira vous voir aussi en Guinée. Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.